En manchette aujourd'hui, l'ouverture de la maison des aînés de Val-d'Or, une fois de plus reportée, et un accident sur la 117 fait 2 blessés. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et bienvenue parmi nous. L'ouverture de la maison des aînés et alternative de Val-d'Or n'aura finalement pas lieu cet été comme c'était prévu. Dans une note interne envoyée plus tôt aujourd'hui au personnel et médecins et dont on a obtenu une copie, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue divisait désormais l'accueil des premiers bénéficiaires à l'automne. Et selon l'établissement, ce serait en raison de la pénurie de main-d'œuvre qui affecte plusieurs types d'emplois, dont le personnel infirmier et les préposés aux bénéficiaires. Le CISAT tient à rappeler que cette nouvelle installation demeure une priorité et souligne aussi le travail des équipes concernées. Dans les faits divers maintenant, une collision sur la route 117 a fait 2 blessés ce matin vers 5h15. Selon la Sûreté du Québec, un véhicule aurait tourné à gauche sur la route 395 et a donc frappé un autre véhicule qui roulait en sens inverse. Les autorités ont dû utiliser des pinces de désincarcération pour sortir les 2 conducteurs de leurs voitures respectives. Et toujours, selon la SQ, on ne craint pas pour leur vie, mais ils ont quand même été transportés dans un centre hospitalier. Et pour l'instant, la circulation se fait toujours en alternance à l'endroit de l'accident. En éducation maintenant, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec affirme que la première offre gouvernementale dans le cadre des négociations n'est pas à la hauteur des attentes. Mais Kimberly, pourquoi ce syndicat n'est pas satisfait justement de cette première offre? Eh bien, ce qui est décevant, Mélissa, selon l'AFIPEC-CSQ, c'est que 6 mois après le dépôt des demandes syndicales, la Fédération constate que la première offre gouvernementale contient plusieurs demandes qui font même reculer leur cause. Donc, le gouvernement souhaite notamment réduire l'accès à différents recours en cas d'erreurs administratives commises par l'employeur. De plus, Québec veut retirer le Comité des enjeux nationaux qui permet de proposer des solutions dans le réseau. Par ailleurs, aucune proposition de solution apparaissant dans les revendications syndicales n'a été retenue. Au niveau du normatif, on n'a pas écouté nos demandes qui sont en lien avec les poupons, les enfants à besoins particuliers, en lien avec créer plus de place sur le terrain. Mais par contre, on nous enlève des droits normatifs comme notre 85 $ qu'on a présentement annuellement pour se former. C'est des choses qu'il veut enlever. La FIPEC-CSQ espère tout de même que cette première offre va accélérer le rythme des négociations afin de conclure enfin un renouvellement d'entente de travail. D'ailleurs, Valérie Grenon, présidente de la Fédération, affirme qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Merci Kimberly. Au plaisir. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que le gouvernement du Québec est un bon employeur? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. On fait maintenant une mise à jour sur la municipalité de Pressac qui souhaite mettre en place une circulation en alternance sur le chemin des pêcheurs entre le chemin du Cap et le chemin des Boisés. La municipalité a annoncé que les travaux ont commencé hier et ces travaux devraient durer 2 jours au total. On rappelle qu'aucun accès au chantier ne va être autorisé pendant les travaux, mais un détour est prévu à la traverse de la Motte. Et d'ailleurs, au niveau des entraves routières, il y a quand même quelques changements dans 3 MRC de la région. En Abitibi-Ouest, le chemin des 9e et 10e rangs à la rivière Ojima est complètement rouvert. À Rouyn-Noranda, le pont de la rivière Pelletier sur le rang Lavigne dans le quartier Granada a aussi été rouvert. Et au Témiscamingue, eh bien, on parle d'une réouverture complète du chemin du lac Moran et chemin de pénétration à partir du kilomètre 8 à Béarn. Sur un autre sujet, l'édifice Bruyère à Ville-Marie, qui abrite les bureaux administratifs du centre de service scolaire du lac Témiscamingue, change de nom pour l'édifice Luc Bergeron. L'objectif est de souligner les accomplissements et la carrière de Luc Bergeron, qui est un bâtisseur important dans le monde de l'éducation au Témiscamingue. Monsieur Bergeron a été le premier directeur et fondateur du service d'éducation des adultes. Il a aussi été directeur général et fondateur du centre de service scolaire du lac Témiscamingue en 1970.
Dans le secteur minier, Rwanda devrait finalement obtenir sa zone d'innovation minière dans un peu moins d'un an. C'est du moins ce que pense Joanne Jean, la présidente du comité de coordination de l'ASIM. Anthony Dallaire l'a rencontrée. On arrive dans une phase importante. On a fait, dans tous les échéanciers, au cours des 2 dernières semaines, on a franchi un nouveau comité interministériel qui a analysé notre projet. Puis la prochaine étape, c'est le comité de recommandation à la fin du mois de mai cette année. Donc, et là, on veut faire un petit, comment je dirais, avoir un petit peu plus d'impulsion au niveau médiatique, au niveau des réseaux sociaux, faire parler de nous autres à la place publique, puis un peu partout aussi en Abitibi-Témiscamingue, mais aussi en dehors de l'Abitibi, pour le Québec, là, pour dire on est là, on existe. Puis pensez à nous autres. Donc, étape importante, est-ce qu'on peut être encore optimiste justement d'avoir cet accord-là du gouvernement? Oui, on est encore très optimiste, malgré ce qu'on a entendu un peu notamment au niveau de la commission parlementaire avec M. Fitzgibbon. Nous, on a validé auprès du cabinet. On est toujours en ligne, toujours en piste, on répond à tous les critères. Fait que pour le moment, là, on reste très, très optimiste, sincèrement. Mais on ne pense pas. Il n'y aura pas de désignation officielle. On va faire la prochaine étape, qui est le comité de recommandation. La désignation officielle peut-être avoir lieu à la fin 24, plutôt 2025. J'ai bien l'impression. La zone pourrait voir le jour en 2025. Au plus tard. Moi, je dirais que c'est au plus tard. C'est ce qu'on souhaite, c'est là-dessus qu'on travaille. Puis idéalement, à l'automne 2024. Comment le projet va pouvoir se déployer dans l'entièreté de la région? En fait? Bien, c'est pas compliqué. Une mine, ça se déménage pas. Le concept même des zones d'innovation de M. Fitzgibbon, c'est vraiment... c'est dédié à un territoire donné, une ville, une municipalité. Je sais que les initiateurs du projet, au départ, avaient ouvert sur toute l'Abitibi-Témiscamingue. Bon, ils nous ont demandé le gouvernement nous a dit non, allez en tenant compte des balises qu'on a mis. Mais on est obligé de constater actuellement qu'on n'a pas le choix, il va falloir s'ouvrir. L'industrie minière en Abitibi-Témiscamingue, on la retrouve du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, il va falloir être présent là où vont être les entreprises. C'est cet après-midi à la microbrasserie Le Prospecteur de Val-d'Or qu'a lieu le grand dévoilement de la 19e édition du FRIMA 2024. Le Festival de la relève indépendante se déroule du 25 au 27 juillet prochain à la Cité de l'Or. Et la mission est de donner une vitrine aux artistes de la relève de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Les festivaliers auront droit à 3 jours offrant une grande variété de spectacles. Soyez donc avec nous à la chronique culturelle ce soir si vous voulez avoir tous les détails. Et toujours au culturel, c'est ce soir au cinéma d'Amos qu'est présentée l'avant-première médiatique du nouveau film documentaire « Amos vous raconte les coulisses d'une décennie d'histoire ». Ça porte sur les 10 années de production du circuit historique théâtral d'Amos vous raconte son histoire, offert de 2012 à 2022. Et le film est produit par les productions du Raccourci qui a pour mission d'immortaliser le spectacle conçu par Véronique Filion et Bruno Turcotte et il sera offert en grande première le 3 mai au cinéma d'Amos. On se déplace à Picogan maintenant puisqu'une professeure originaire de la communauté a récemment publié un livre à propos du racisme systémique vécu par des femmes autochtones intitulé « Émergence insoumise », à nouveau Kimberly Hall. Qu'est-ce qui vous a poussé, en fait, à écrire ce livre? J'ai saisi l'opportunité de partager ce que je qualifie toujours comme une tragédie nationale. Ça n'a aucun sens qu'au Québec, une femme sur 10 qui est incarcérée, ce soit une femme autochtone et une femme sur 2 au pays. C'est tout sauf normal. Fait que pour moi, cette tribune-là m'a permis de le rappeler, mais peut-être d'en discuter, puis peut-être de sensibiliser des gens sur les raisons. Hein? On n'est pas intrinsèquement criminel parce qu'on est autochtone. Là. Il y a vraiment, vraiment des explications à ça. Fait que j'ai voulu un peu mettre la table. C'est sûr que c'est pas ma thèse de doctorat, mais vraiment comme d'en discuter comme citoyenne avec d'autres citoyens, j'espère intéresser les gens. Puis est-ce qu'il y a un ou des éléments que vous trouvez particulièrement touchants dans votre livre? Là? Bien, en faisant l'exercice, je me ramenais toujours à ma propre lignée. Tu sais, on n'a pas été juste des femmes poquées dans notre vie, là, je m'excuse l'expression, mais puis je regarde ma lignée de femmes avant moi, tu sais, ma mère qui est d'une résilience incroyable, ma grand-mère qui a vécu la colonisation tellement
pacte, là, tu sais, on y a enlevé ses enfants, on l'a dépossédé du territoire, on l'a mis en réserve, tu sais. Et avant ça, mon arrière-grand-mère et arrière-grand-mère, les fondatrices un peu de toutes les familles à Picogan, tu sais. Fait que je trouvais ça beau, puis à travers tout ça, j'ai des exemples contemporains, puis j'ai les nomme dans mon livre aussi. Il y a des femmes qui ont tracé le chemin vraiment de façon positive pour tendre, tu sais, pour créer des ponts, puis ça passe par les arts, ça passe par la chanson, ça passe par l'acte politique, ça passe par le militantisme. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je trouvais ça beau de pouvoir relever ça dans le livre, pas juste de parler de ce qui est moins beau puis de nos difficultés, tu sais. Fait que je veux me raccrocher à ça, puis j'espère que les jeunes femmes vont le lire, puis vont faire le même exercice finalement. C'est ce soir que la LHJMQ tiendra sa loterie afin de déterminer les rangs de repêchage des équipes. Et si la tendance se maintient, les Foreurs pourraient très bien repêcher les 2 tout premiers choix du repêchage avec leur propre choix et celui des Remparts qui ont fini avant-dernier au classement. Et à noter qu'aucun joueur n'est pour le moment pressenti comme le premier choix unanime par les experts. Selon le directeur général Maxime Desruisseaux, les Foreurs ont déjà identifié des joueurs qui se démarquent au sommet et qui, lorsqu'ils auront 18, 19 ou 20 ans, mèneront la Ligue. À la météo aujourd'hui, ça fait du bien, le soleil est en fin de sortie, ce sera donc ensoleillé sur tous les secteurs et il fera un maximum de 8 et 9 degrés. Pour ce soir et cette nuit, on aura quelques nuages en Abitibi et ce sera plutôt dégagé au Témiscamingue. Il fera un minimum de moins 4 et moins 5 degrés avec un refroidissement éolien allant jusqu'à moins 9 au cours de la nuit. Je termine avec l'ensemble des services de police du Québec qui vont intensifier leurs interventions et leurs activités de sensibilisation à partir de demain, et ce jusqu'au 2 mai prochain dans le cadre de l'opération Partage de la route. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve ce soir.